Êtes-vous des ouin-ouin, l'un et l'autre? Et alors, c'est fou parce que c'est le truc antisémite Oui. de base. Ah bah moi je savais qu'il y aurait un dérapage à un moment. Si tu verras, les juifs, ils passent leur temps, ça pleurniche, Ben oui. ouin. C'est trop facile de dire tout et n'importe quoi à la télévision. On a une responsabilité devant nos enfants. On a une responsabilité. Quand on parle, moi j'essaye de faire des phrases, je peux dire des petites vannes et tout ça, mais j'essaye de faire des phrases sensées. Il n'y a pas une fois où j'ai manqué de respect à quelqu'un à la télévision. Il n'y a pas une fois où j'ai insulté quelqu'un. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu, on va parler de Karine Le Marchand qui a pété les plans, littéralement, on va parler aussi d'Arthur le chouineur, mais on va commencer par Morandini, car enfin il a quitté l'antenne de CNews. CNews, toujours dans la tourmente, Jean-Marc Morandini se met en retrait. Donc vous allez voir le bal des hypocrites qui vont se désolidariser de lui, alors qu'avant il avait toujours des soutiens comme Karine Le Marchand, la folle du bus, je me permets de dire ça, vu les sorties incroyables qu'elle fait depuis 2 jours, et même avant, mais on va le voir. Moi, je n'ai pas envie de me prononcer sur le maintien ou pas de Jean-Marc Morandini à son antenne. C'est au téléspectateur de choisir. C'est au spectateur de choisir, oui, je pense. Bon, ça donne envie de vomir, mais c'est pas très étonnant de la part de Karine Le Marchand, parce que quelques heures plus tard, elle devait se rendre sur CNews. Mais avant de vous montrer les dingueries qu'elle a pu dire là-bas, rappelez-vous juste qu'il y a moins d'1 an, elle menaçait de quitter M6 parce que Hanouna débarquait dans le groupe. Et à cette époque, elle se défendait en disant qu'elle n'a jamais insulté ni manqué de respect à personne à la télévision. c'est trop facile de dire tout et n'importe quoi à la télévision. On a une responsabilité devant nos enfants. On a une responsabilité. Quand on parle, moi j'essaye de faire des phrases, je peux dire des petites vannes et tout ça, mais j'essaye de faire des phrases sensées. Il n'y a pas une fois où j'ai manqué de respect à quelqu'un à la télévision. Il n'y a pas une fois où j'ai insulté quelqu'un. Je trouve que ça ne se fait pas. Nous avons des missions quand on est des personnalités publiques aussi. Moi, je fais pas partie. On ne peut pas tout dire à la télé. On peut pas tout dire, mais dans la vie, on peut pas tout dire. Ok, très bien, mais apparemment, on ne peut pas tout dire ni manquer de respect à autrui, sauf quand il s'agit des Noirs et des Arabes. Écoutez ce qu'elle a dit hier soir sur CNews. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur parce que j'avais pas l'habitude. Et c'est pas fini, elle a dit d'autres choses, mais déjà là on est sur un niveau de racisme qui choque même les racistes de chez CNews. Regardez quelques heures plus tard, un des animateurs de la chaîne qui reproche à Pascal Praud de ne pas avoir modéré les propos de Karine Le Marchand. Karine Le Marchand ne veut pas la taxer d'être raciste. J'ai dit ça. Non, J'ai pas dit ça. Bien sûr que non. J'ai pas dit ça. Vous me parliez de l'Arcom. Moi, si je devais parier, je parie que l'Arcom ne laisse pas passer ça. Parce que vous ne pouvez pas dire j'ai eu peur en voyant tous ces musulmans, ces arabes, tous ces noirs. C'est pas possible de dire les choses comme ça. Sauf qu'il y a un ton. Vous voyez, c'est ça qui est drôle. Si vous dites dans un dîner, elle a dit ça comme avec simplement ces mots-là. Bien sûr que ça peut être répréhensible, mais vous voyez bien le ton qu'elle emploie. Elle dit, elle n'a pas eu peur. Si elle dit ça dans un dîner, il n'y aura pas l'Arcom, donc il se passera rien. Mais vous comprenez bien, ne faites pas le malin. On n'est justement pas dans un dîner. Bon, ne faites pas le malin. Vous avez bien compris. En fait, toute parole doit être entendue dans un certain contexte et un certain état d'esprit. Moi, je viens de la province. Je comprends ce qu'elle dit. Il y avait une grosse différence entre la province et Paris. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, moi je suis arrivé pile en 86 en plus, à Paris. Donc j'avais 22 ans, je suis arrivé en septembre 86. Déjà, il y avait une immigration qui était importante à Paris et en banlieue parisienne. À Nantes, il n'y en avait pas. Et on peut dire les choses comme ça. C'est pas la même manière de les dire. Moi, ça m'a pas choqué. Mais on en parlait pendant la pub. Vous voulez en faire un débat à l'antenne. Non, mais si, parce que c'est intéressant. Mais oui, mais moi je vous dis, par exemple, je suis très honnête, si elle avait dit ça le soir sur CNews entre 21h et minuit, je l'aurais modéré. J'aurais pas laissé passer ça. Voilà. Vous êtes un mauvais animateur. Non, c'est pas du tout ce que je dis. C'est vous qui voulez en faire un débat à l'antenne. Donc je dis sincèrement ce que j'en pense. Choquer un animateur de CNews, faut le faire quand même. Sauf Pascal Praud. Pour lui, tous les propos racistes qui sont ouvertement et explicitement racistes, il faut toujours les mettre dans un contexte. Alors pourquoi Karine Le Marchand fait la tournée des plateaux télé de l'extrême droite ? C'est pour vendre son reportage sur l'immigration. Et oui, mais l'immigration positive selon elle, attention. J'ai été bouleversée par énormément de témoignages. C'était à chaque fois des histoires humaines très très fortes, avec des gens qui ont sacrifié
beaucoup de choses de leur vie pour projeter un espoir d'avenir meilleur à leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est d'abord une connaissance de l'histoire. Le point de vue de ce documentaire, c'était l'immigration positive. Comprendre aussi que justement, les derniers arrivants sont toujours accusés des mêmes maux, de prendre le pain des Français, de prendre leur travail, etc. Donc c'est important de voir que l'immigration, elle nourrit aussi la France. Rendre hommage aussi à toutes ces personnes qui ont un peu donné de leur vie et de leur temps et de leur sang et de leurs larmes à la France pour qu'elle soit aujourd'hui ce qu'elle est, mais ne pas occulter aussi les problématiques. Comment tu peux dire que les immigrés ont tout sacrifié pour venir en France et en même temps dire que les Noirs et les Arabes te font peur uniquement parce qu'ils sont Noirs et Arabes? Bon, elle sait très bien que son documentaire sur l'immigration est à destination de son public facho, parce qu'il n'intéresse absolument pas les racisés à mon avis. Voilà pourquoi elle en a fait la promo dans les grandes gueules et sur CNews, parce que son délire d'immigration positive s'arrête aux portes de CNews. Face à Pascal Praud, elle dit qu'on accorde trop facilement la nationalité française, ce qui est factuellement faux. Moi, je suis entourée de jeunes. Ma nièce, elle vient d'avoir le barreau. Elle travaille avec des avocats qui sont internationaux. Et pour la petite histoire, dans son cabinet, elle a des avocats qui viennent de pays étrangers, qui, s'ils ne déclarent pas 50 000 € par an, n'auront pas de renouvellement de leur visa. Ce n'est pas du tout appliqué à la plupart des gens qui sont de passage ici, en France. Et je trouve quand même qu'on donne beaucoup trop facilement notamment la nationalité française. On le voit dans le documentaire, il suffit de peu de choses pour avoir la nationalité française. Il y a un monde où CNews remplace Sonia Mabrouk par Karine Le Marchand, on ne sait pas. Mais pour en revenir à ce qu'elle disait, si on accorde facilement la nationalité française, comment ce genre d'histoire peut arriver? L'histoire d'une candidate du Rassemblement national qui voulait se marier avec un Tunisien sous OQTF. C'est pas une blague, Et malgré le mariage, son mari a été expulsé en Tunisie. 2 fois candidate aux élections départementales avec le Rassemblement national, ce n'est pourtant pas son engagement politique qui a fait le plus parler de Daniel Perret. C'est son mariage. Le problème vient du futur marié. Anne Trontin, la maire de la commune, met en doute sa sincérité. Car Fadil Arrefa, jeune Tunisien, a 42 ans de moins que Daniel Perret, est en situation irrégulière et est sous l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La maire tente d'empêcher ce mariage. Elle saisit la justice, sollicite le préfet, mais tous confirment qu'elle aura l'obligation de célébrer cette union. Le 29 mars 2025, Anne Trontin n'a pas le choix et procède à l'union de Daniel Perret et Fadil Arrefa. À son arrivée à la mairie, le couple est accueilli par les pancartes et les huées d'opposants à ce mariage. La sortie de la mairie n'est pas plus joyeuse. Des honte à vous sont clamées. Les applaudissements sont réservés à Anne Trontin, la mère, qui sort les larmes aux yeux. Le mariage ne change pas la situation de Fadil Arrefa. Il doit rentrer en Tunisie. Il prend l'avion le 26 juin. Étant donné que l'obligation de quitter le territoire est respectée, le préfet abroge, en décembre, l'interdiction de retour, ce qui permet aux jeunes Tunisiens d'entamer les démarches pour obtenir un visa longue durée. Le dossier est en cours d'instruction. Et aujourd'hui, Daniel Arrefa garde espoir et rêve de fêter leur 1 an de mariage dans leur maison à Montpont-en-Bresse. Voilà, donc malgré son mariage avec une Française, il pourra espérer dans quelques mois, voire quelques années, un titre de séjour et non pas la nationalité française pour le moment. Donc dire que la nationalité est accordée facilement, c'est faux, c'est très faux. Et pour en revenir à Karine Le Marchand, il faut savoir qu'on lui a fait changer de nom pour la télévision parce que son nom de famille était trop difficile à prononcer apparemment. En fait non, c'est qu'il faisait trop africain. Parce que oui, Le Marchand, c'est pas son nom de naissance, ni celui de son mari. Son vrai nom, c'est Karine Mfayo Kourera. Voilà, exactement. Votre vrai nom, c'est, j'essaie de bien le prononcer, c'est Karine Mfayo Kourera. Voilà. Votre père est burundais. Ouais. Vous avez dû changer de nom 10 minutes avant la présentation de votre premier direct pour l'émission Midi Pile sur France 3 Paris-Île-de-France, je crois. Mm-hmm. Le directeur des programmes avait le retour antenne dans son bureau et il voit apparaître mon nom, Karine Mfayo Kourera. Et il descend, il me dit, c'est pas possible. Ah non, mais ton nom, c'est pas possible. Personne ne saura le prononcer. D'ailleurs, vous-même, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, c'est ça. Il faut que tu changes. Et j'ai dit, mais attends, mais moi, en plus, je suis tout le temps en train de me prendre la tête. Il faut toujours je donne un sens à tout. Donc, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout. Puis, je sais pas, trouver un truc simple, mais c'est pas possible. Je dis, bon, à l'époque, je sortais avec Pascal Le Marchand. Je dis, je vais m'appeler Karine Le Marchand. Je suis désolé, mais Alain Finkielkraut, Adèle Exarchopoulos, c'est pas moins difficile que Fayo Kourera. Et c'est ça qui me fascine avec elle, c'est qu'elle avoue volontiers qu'elle a subi le racisme dans son enfance, par exemple. Alors oui, j'ai forcément 1000 anecdotes. Il n'y avait pas une semaine sans qu'on me demande d'où je venais. Mais je ne le vivais pas mal.
Ça m'agaçait parfois. Vous avez été confronté au racisme ou pas? Oui. Ah oui, on m'a traité de sale négresse, c'est sûr. Oui. Ma mère s'est déjà battue pour me défendre quand j'étais petite. Et à la télé aussi? Dans le monde audiovisuel? Non, alors là, bizarrement, je pense que les gens, quand ils sont racistes, ils m'appelaient pas. Alors personne ne mérite le racisme et encore moins une enfant. Donc comment Karine Fayo-Kourera peut ensuite aller dire que les enfants d'immigrés, donc les Français issus de l'immigration perçus comme racisés, sont victimaires et qu'ils ont des revendications futiles, etc. Pourquoi il y a la rupture justement générationnelle? Parce qu'on revendique aussi, on les autorise aussi aujourd'hui à revendiquer en fait. Je pense qu'ils sont en crise identitaire parce que tu leur dis retourne au bled, ils n'iront pas non plus. Hein. Ils savent pas où se positionner, ils donnent pas de sens à leur vie, ils se sentent abandonnés et ils sont très victimaires. Mais comment ça se fait? Parce Attendez, que vous dites, ils sont très victimaires. Ah, moi, je trouve ils se sentent très victimes d'une société. Ce qui n'est pas le cas. Ils disent toujours que c'est pas de leur faute. Est-ce que c'est nourri par certains discours politiques aussi? Oui, mais bien sûr. Non, mais il y a plein de choses qui sont à l'origine de tout ça. Parce que ce qu'on comprend pas, c'est que ces jeunes qui sont nés en France, mais ils sont français, donc ils n'ont pas les mêmes revendications que les enfants qui ont été à migrants. l'école, etc. Et ils n'ont pas la même revendication. Ils n'ont que des droits, ils n'ont pas d'obligations, en fait. C'est ça le problème. En fait, ils ont les mêmes obligations que les autres, pas plus. Et ils ont les mêmes droits. Et c'est ça leur revendication. En fait, ils demandent juste à être traités comme des Français. Comme tous les autres Français. Pas plus, pas moins. C'est trop demandé. Demander à ne pas être contrôlé de manière intempestive par la police ou discriminé par la justice, par la politique ou un patron. Par rapport à leur origine supposée ou leur couleur de peau. C'est être une victime, ça? Bref, c'est une coïncidence ou pas, aujourd'hui, c'est une idée qui est partagée par les sionistes pro-Netanyahou comme Simon Mousse, regardez. Ségolène Royal, ce qui est vraiment intéressant pour le coup, c'est cette vision victimaire, post-coloniale. Ah non, mais sortez pas ce mot, s'il vous plaît. Non, arrêtez de sortir cette histoire de victime. On n'est pas des victimes. Moi, je ne crierai pas. Non, mais arrêtez. Alors, si vous voulez... Non, mais ça suffit. Arrêtez avec cette histoire de victime. Arrêtez que l'on parle de votre propos de manière victimaire, alors arrêtez ces arguments victimaires. Arrêtez de parler de victimaire. Parce que je rappelle que la première c'est pas vous qui avez subi les choses, alors arrêtez de parler de victimaire. Vous non plus. S'il vous plaît, ça suffit, merde. La première vous pleurnichez tout le temps, mais quand ce sont les autres qui disent ce qu'ils ont vécu, vous êtes en train de dire qu'ils jouent la victime. Doucement. Mais ça suffit. Doucement. Je veux revenir sur, en effet, cette vision victimaire qui consiste à dire que l'on est faible parce qu'on a été colonisé. Parce que la première puissance mondiale... Personne n'a dit ça. Laissez-moi finir. Personne n'a dit ça. La première puissance mondiale... Alors arrêtez. La première puissance mondiale est une ancienne colonie, ça s'appelle les États-Unis d'Amérique. D'accord? Il ne faut pas oublier que si ils ont massacré les Indiens. Il ne faut pas oublier... Ah oui, c'est vrai. C'était une colonie britannique. Et ils ont massacré les Indiens, c'est vrai. Pour voler leur terre. On oublie souvent dans l'analyse qui consiste à dire on a été colonisé, donc c'est pour ça en fait aujourd'hui qu'on n'a pas de démocratie, qu'on ne réussit pas sur le plan économique. Personne n'a dit ça. Mais laissez-moi finir, c'est pas possible. Comment lui aussi peut dire ça? Imaginez maintenant qu'un noir lui dise que les juifs ont une vision victimaire de la Shoah. À 6h du matin, la porte de son appart se fait exploser, supplément comparution immédiate en caleçon. Donc pourquoi lui, dans le plus grand des calmes, il peut se permettre de dire ça? Surtout que niveau chialerie, son copain Arthur, parce que oui, je le rappelle encore une fois, Arthur envoyait les jeunes juifs français vers Simon Moussin, oui. Donc Arthur, aujourd'hui, il dit que dire ouin-ouin, c'est antisémite. Oui, dire ouin-ouin, c'est antisémite. Êtes-vous des ouin-ouin, l'un et l'autre? Ah non, certainement pas. Never complain, never explain. Et alors, c'est fou parce que c'est le truc antisémite de base. Ah bah ouais, je savais qu'il y aurait un dérapage à un moment. Si tu verras, les juifs, ils passent leur temps, ça pleurniche, ouin-ouin. Ah bah je pense qu'on va en avoir du ouin-ouin. Alors je peux te décrire ce que tu vas voir. Tu vas voir du ouin-ouin. Tu vas voir parce qu'ils ont les antisémites des réseaux sociaux, ils sont capés. Hein. Donc tu as beaucoup d'émojis. Donc tu as emoji vomi. Tu vas avoir beaucoup d'émojis vomi et beaucoup d'émojis crottes. Ah oui, je sais ce que je vis. Et les mecs super intelligents vont dire Arthur le tripoteur, ça c'est le nouveau truc qu'a lancé Émeric Caron, et que je tripote les femmes. Et donc tu vois, je peux te faire une prédiction de ce que tu vas avoir. Mais c'est quel niveau de chouinerie là? Si je dis qu'Arthur fait que chialer, c'est antisémite. Mais c'est factuellement ce qu'il fait à chaque fois qu'on lui tend un micro, depuis 2 ans au moins. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, partager et booster la vidéo si vous le pouvez. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup,
merci à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.